Report du retrait des fiches de parrainage, les inquiétudes du parti Les Démocrates. C'est une information que nous retrouvons à la une de quel quotidien ce matin déjà, avec la complicité de Rebecca. Il y a Dynamisme Info qui est écrit. C'est Dynamisme Info. Voilà. Alors, Hugues-Hector. Oui, report, c'est une première depuis 2016 avec le régime en place. C'est la toute première fois qu'on se rend compte que dans le processus électoral, on arrive malheureusement à parler du report d'une date qui a été quand même retenue et qui devrait permettre d'avoir un certain nombre de choses à faire, enregistrer au passé, comme on le dit. Donc aujourd'hui, on assiste à ce report du retrait des fiches de parrainage. On attend officiellement sans doute la sortie de la Sénat pour savoir exactement les raisons qui justifient une telle démarche. Mais ce que je note de manière générale, c'est que cette Sénat nous a habitués à aller un peu plus vers la professionnalisation de l'institution. Quand vous regardez un peu le calendrier qui est sorti, les différentes actions antérieures qui ont été posées, vous vous dites, il y a quand même une raison fondée de croire en ce que les élections dans notre pays pourront être organisées à bonne date et que toutes les institutions qui travaillent avec la Sénat pourront aussi nous permettre d'avoir des résultats crédibles et donc par conséquent avoir accès à ce qu'on appelle l'alternance politique, donc permettre au président Patrice Talon de laisser le pouvoir d'État à un autre concitoyen béninois. En tant qu'analyste politique, c'est vrai, la Sénat n'a pas encore donné officiellement de raison. Mais dites-nous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce report de la part de l'institution? Non, ça va être compliqué de commencer par sortir des éléments, parce que ça ne ferait que, je vais dire, ma foi, des supputations pour rien du tout. Vous savez, le processus électoral, c'est un processus assez sérieux et très complexe d'ailleurs. Et donc, quand vous commencez tout de suite par sortir des hypothèses, certains concitoyens peuvent se baser sur ça et par conséquent tirer des conclusions alors que vous étiez juste dans une démarche d'hypothèse. Donc, pour moi, c'est pas encore tard. Il y a juste quelques 2 ou 3 jours en arrière, on s'est retrouvé en week-end. Je ne pense pas que l'institution puisse se précipiter et faire une sortie en week-end. Donc, dès aujourd'hui ou les prochains jours, on est quand même certain d'avoir un retour de la Sénat pour savoir officiellement à travers le porte-parole de l'institution ce qui a dû expliquer ce report de date par rapport au retrait des fiches de parrainage. Roland Tonelli-Kess. Alors, je crois que l'inquiétude du parti, les inquiétudes du Parti des démocrates partent d'un motif. Le motif, c'est que l'honorable, ou si vous voulez, le chargé de la communication du Parti des démocrates, joué au téléphone par un média, aurait dit qu'ils ont été saisis par un courrier de la Commission électorale nationale autonome faisant état de ce que la date du 25 juillet 2025 pour le retrait des parrainages n'est inscrit dans aucune loi et qu'il faut formellement respecter. Sauf que moi, quand je me réfère à ce que la Sénat même a publié il y a quelques jours, parce que nous étions tous ici tranquilles, quand la même Sénat a publié un chronogramme des élections législatives, notamment en janvier 2026, et ce qui concerne la présidentielle d'avril 2026. Alors, donc, quand on se réfère à ce chronogramme, et d'ailleurs, je suis allé sur les plateformes pour vérifier la date, et quand vous voyez, si vous permettez, je pourrais lire rapidement ce qui est écrit sur cette date, vous allez voir véritablement qu'il y a une première activité qui est prévue, c'est l'élaboration du chronogramme, deuxième activité, vulgarisation, validation et autres. Et la 5e activité prévue au rôle de ce chronogramme, c'est la mise à disposition des formulaires de parrainage
à disposition des députés et des maires le formulaire de parrainage. Et donc, quand c'est la même Sénat qui, il y a quelques jours, ça ne fait pas encore un mois, quand la Sénat a rendu public ce chronogramme, et l'obtention ou la prise de ce formulaire, c'est entre le 25 juillet et le 25 août. Et donc, ça répond à un chronogramme pour que nous puissions être dans le temps, pour que déjà en octobre 2025, on soit sûr que les potentiels duos de candidature aient le parrainage. Parce que la Sénat, même dans son chronogramme, s'est référé à l'article 41 et l'article 132 du Code électoral qui stipule, et si vous permettez, il est dit dans l'article 41 et 42, un parrainage recueilli sur les formulaires nominatifs mis à disposition par la Sénat. Donc déjà, conformément à cet article du 41 du Code électoral, ils ont voulu faire les choses normalement. Et conformément à l'article 32, c'est écrit, nul ne peut en tout cas être candidaté pour aux fonctions de président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés ou de maires correspondant à au moins 15%, ça c'est un autre détail. Mais déjà, conformément à l'article 41 et 132 du Code électoral, il faut donner les parrainages. Et c'est eux-mêmes qui l'ont écrit dans leur chronogramme. Alors, comment se fait-il qu'un chronogramme que vous avez rendu public, ça ne fait même pas encore un mois, et en même temps, vous êtes incapable de respecter le délai que vous vous êtes fixé vous-même? Parce que j'ai rappelé que la première activité, c'était l'élaboration du chronogramme, deuxième validation et autres, troisième activité, mise à disposition de la plateforme e-candidature, évidemment. Et puis après, donc, cette activité, à proprement parler, qui sonne, je dirais, qui marque le début, à proprement parler, du processus électoral, parce que tout ce qui s'était passé, c'était en interne à la Sénat. Maintenant, à partir du formulaire que les candidats, les députés, les maires pourront recevoir, on peut déjà être sûr que oui, maintenant le processus est enclenché. Donc, quand Guy Mitoko a dit qu'ils ont été saisis par un courrier, en tout cas, qu'ils auraient été saisis par un courrier, dans lequel on leur dit que cette date du 25 juillet n'est pas inscrite dans une loi et qu'il faut formellement respecter, je pense qu'il y a un problème. Et je crois que les responsables de la Sénat ont vraiment le devoir de faire bien les choses. Je ne dis pas qu'ils le font déjà mal. Ils ont bien commencé en mettant en place cette plateforme, en mettant en place le chronogramme, en montrant clairement où est-ce qu'ils veulent aller et comment est-ce qu'ils comptent atteindre les objectifs. Mais déjà, si ça commence pas à bugger de cette manière, au point où, sans raison valable, on estime qu'il faut reporter à une date ultérieure, parce qu'on n'a même pas dit que c'est reporté pour 31 juillet ou 5 août. On dit date ultérieure. Et tout le monde sait que quand on dit en politique date ultérieure, c'est que vous pouvez vous attendre à vous retrouver en septembre. Et en septembre, vous savez, on sait très bien qu'on est très proche d'octobre. Il y aura tellement de tensions, tellement de négociations et tout. Donc les partis démocrates aujourd'hui, je pense à lire ou à suivre la sortie de Guy Mitoko, c'est que leur inquiétude, c'est qu'eux, ils ont le juste nombre du parrainage pour leur candidature, pour les dieux de candidature de leur parti. Et donc, ils craignent que peut-être ce soit des manœuvres pour les retarder, pour les créer de problèmes. Moi, je pense que nous tentons vers un processus électoral, une année électorale où les gens ont tellement de suspicions sur le pouvoir en place, ont tellement de doutes sur les sorties ou les propos du chef de l'État ou même des autres acteurs politiques. Donc, la Sénat et la Cour constitutionnelle, ces institutions devront faire l'effort de respecter un certain nombre de choses pour ne pas envenimer la situation, pour ne pas, en réalité, donner la cohésion sociale, vous voulez dire? Non, bon, je crois qu'on va parler sur le terrain, mais je pense véritablement que la Sénat doit faire en sorte que les gens n'aient pas davantage de suspicion, que les gens soient rassurés que oui. Parce que si vous sortez un chronogramme et que déjà une semaine ou 2 semaines après, vous ne pouvez pas respecter la première activité à proprement parler qui marque le début du processus électoral, il y a matière à se poser des questions. Moi, j'interpelle Saka Lafia et son équipe de pouvoir trouver une date affichée dans les brefs délais et dire à partir de cette date-là, les gens pourront recevoir les formulaires. Et parce qu'un formulaire, pour moi, ce n'est pas 100 pages à proprement parler. Ça va être certainement une fiche de 2 ou 3 pages ou une page à la limite où on renseigne le nom du député ou du maire et à quel parti il appartient et quel candidat il souhaite parrainer. C'est tout. Donc je crois que si ce n'est que ça, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on reporte cette activité. Il va falloir que les organes, les institutions en charge des élections fassent l'effort de rassurer davantage le peuple béninois. Huguettor Zogo, aujourd'hui, les démocrates considèrent ce report comme une menace. Est-ce qu'ils ont tort de tirer la sonnette d'alarme très tôt?
Non, écoutez, ça va être tout de suite, ma foi, porté de discrédit sur ce qui se passe au niveau de cette institution qu'est la Sénat. Nous devons, en tant que citoyens, nous départir parfois de tout ce qui a rapport à l'esprit partisan quand il s'agit des questions électorales. J'aurais bien voulu que vous soyez avec le chronogramme lancé par la Sénat pour apprécier tout ce qui a été fait, par exemple, juste là. Il y a au moins 10 activités, d'accord? À la date du... Je prends la date du 15 juillet. À la date du 15 juillet 2025, il y a au moins 10 activités qui ont été prévues dans le chronogramme mis à disposition par la Sénat et qui sont respectées. 10 activités. Et toutes ces activités-là ont besoin de la présence et de l'implication de tous les partis politiques. La Sénat a déjà rencontré, pendant ces 10 activités, au moins 4 fois les représentants des partis politiques pour qu'ensemble ils discutent. Ce n'est que, ma foi, le premier élément qui constitue une fausse note. Si sur 11 activités, vous aviez suivi l'institution pendant 10 activités organisées à bonne date, pourquoi tout de suite à la 11e activité, vous criez scandale? Pourquoi pendant les 10 autres activités, vous avez été convoqué? Mais c'est l'importance de cette activité qu'il faut également voir et analyser. Voilà, c'est-à-dire que les politiciens sont dangereux. Excusez-moi de le dire. Sur les 10 différentes activités auxquelles ils ont pris part, les activités au cours desquelles la Sénat les a invités, à aucun moment, ils n'ont communiqué pour dire voici ce qui se fait par la Sénat de manière transparente. La transparence aussi, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'à des moments donnés, on pense que nous devons jeter de discrédit sur le travail que les autres font tout le temps parce que nous recherchons une certaine sympathie de la part du peuple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le week-end. Le report dont on parle, ce n'est que le vendredi qu'on a eu cette information. C'est la journée du vendredi qu'on devrait assister donc au retrait de ces fiches-là. C'est vrai, je ne suis pas d'accord du fait que la Sénat ait manqué, par exemple, de communiquer officiellement déjà le vendredi. Mais la Sénat ne peut pas sortir le samedi ou le dimanche pour faire une communication. Vous êtes d'accord avec moi, puisque ce n'est pas des jours de travail. Et donc, nous nous retrouvons au premier jour de la semaine, attendons, patientons pour voir quelle sera la posture de la Sénat. Donc, selon vous, ce report ne vient pas à mettre du discrédit? Pas du tout, puisque le calendrier est devant nous. Électoral. Le calendrier est devant nous. Et le calendrier, les 10 différentes activités dont je viens de parler, toutes ces activités-là ont leur répondant dans le code électoral ou ils ont leur répondant dans la constitution du pays. Et à chaque fois, nous avons les différents articles qui font référence. Je ne vais pas me donner le devoir de lire chaque activité avec les articles auxquels on fait référence, avec des dates précises. Et donc pour moi, c'est aller trop vite en besogne. Si la Sénat, par exemple, voulait faire les choses telles qu'on le pense là, vous pensez qu'officiellement l'institution les aurait saisies par une correspondance telle que le porte-parole du parti Les Démocrates le signifie? Mais si vous avez été saisi par une correspondance, et qu'on vous signifie que préalablement on avait prévu telle activité à telle date, mais on reporte l'activité. Le fait de le dire, pour moi, c'est de la transparence. Ça aurait été un manque de respect, par exemple, que les députés à l'Assemblée nationale, se retrouvant au nom, par exemple, du parti Les Démocrates, se retrouvent au sein de l'institution pour retirer leurs fiches et qu'on puisse leur dire, écoutez, on a reporté. Mais on vous a saisi officiellement. Ça voudrait dire que l'institution reconnaît quand même qu'ils ont le droit de bénéficier de ces parrainages-là. Pourquoi voulons-nous créer tout de suite? C'est comme le COPIL. Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on est en train de vivre au sein du COPIL où n'importe qui se lève aujourd'hui, fait une déclaration, du jour au lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui répond. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Est-ce que nous voulons effectivement aller
à des élections crédibles, libres, transparentes, ou bien nous voulons, dès les premiers jours, commencer par alarmer, pour faire croire que le Bénin n'a pas la possibilité d'organiser des élections crédibles. Moi, c'est la grande question que je me pose. Pourquoi toutes les fois qu'il s'agit de questions électorales, nous voulons toujours faire croire que notre pays n'est pas en mesure d'organiser des élections libres? La Sénat, c'est vrai, se retrouve dans son rôle, mais il y a, comme on le dit, c'est-à-dire que le président de la Sénat aurait dû prendre toutes les dispositions pour communiquer déjà dès le vendredi. Parce que c'est le manque de communication aussi parfois qui crée cette suspicion-là. Et ça, la Sénat va l'endosser comme responsabilité. Parce que quand vous savez qu'il y a déjà une tension qui existe entre les différents acteurs politiques, parce que là, on est en train de parler des élections présidentielles. Ce n'est pas des élections municipales, ce n'est pas des élections communales, ce n'est pas des élections législatives. Quand on parle des élections présidentielles, ça concerne même le dernier citoyen béninois. Et donc, quand vous êtes une institution en charge de l'organisation des élections et vous savez ce que ça représente, les défis pour le peuple entier, et qu'il y a une question de report en jeu, vous ne prenez pas juste le risque de n'avertir que les partis politiques. Vous avertissez, les hommes des médias que nous sommes, vous et moi, est-ce que nous connaissons les vraies raisons qui, aujourd'hui, ont fait que la Sénat ait pu changer de date pour parler de report? Nous ne les connaissons pas. On va juste surfer, et puis plus tard même, si vous ne savez pas faire, on vous dira que vous portez atteinte au bon fonctionnement du calendrier électoral. On trouvera que vous êtes en train de porter le discrédit sur l'institution. Donc je ne voudrais pas rentrer en fait dans ce genre de lecture, mais ma foi, la Sénat a manqué d'une action très importante, c'est de n'avoir pas communiqué pour dire voici les vraies raisons pour lesquelles nous avons procédé au report et voici la nouvelle date. On va espérer peut-être au cours de cette semaine que cette sortie-là se fasse. En tout cas, moi, j'espère que cette sortie se fera pour qu'officiellement on puisse savoir les raisons. Maintenant, si les raisons sont données, on pourra apprécier pour savoir si c'est des raisons fondées ou pas. Roland Tonneikes. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question du chronogramme. La Sénat a rendu public 2 chronogrammes d'activité. Le premier chronogramme concerne des élections couplées municipales et législatives de janvier 2026. Et le deuxième chronogramme concerne, et je lis bien l'en-tête, l'élection générale de 2026, élection du duo président et vice-président de la République, chronogramme des activités électorales, date du scrutin dimanche 12 avril 2026. Et c'est ce qui m'intéresse ici. Parce que la question des activités organisées par la Sénat le 15 juillet, ça rentre pleinement en compte avec les élections municipales couplées. Mais pour ce qui concerne les élections présidentielles, date du scrutin dimanche 12 avril 2026, première activité prévue dans ce chronogramme, élaboration, arbitrage et validation du budget des élections générales de 2026 du 10 décembre 2024 au 14 mars 2025, conformément aux articles 13 et 19 du Code électoral. Deuxième activité prévue, élaboration, validation et adoption du chronogramme des activités prévues du 6 janvier 2025 au 6 avril 2025, conformément aux articles 8, 15 et 19 du Code électoral et article 153-3 de la Constitution. L'activité 3, publication du chronogramme des activités prévues entre le 8 avril 2025, bon, si ça s'est passé le 8 avril 2025, parce que début 8 avril 2025, fin 8 avril 2025, conformément à l'article 19 du Code électoral. 4, publication de la décision portant modalité d'application du parrainage. 2 juillet 2025, articles 15, 19, 41 et 132 du Code électoral. Et donc la 5e activité, c'est mise à disposition des députés et des maires des formulaires nominatifs de parrainage de candidature prévus entre le 25 juillet 2025 et le 25 août 2025, conformément aux articles que j'avais cités, 41 et 32, 132 du Code électoral. Donc pour moi, je veux bien m'intéresser à ce chronogramme-là qui concerne les élections présidentielles. Et quand on suit bien tout ce que j'ai décliné là, vous comprenez que certaines activités se sont déroulées exclusivement en interne à la Sénat. Et le point de départ pour enclencher
le processus électoral pour la présidentielle d'avril 2026, c'est la mise à disposition des parrainages. Et c'est en cela que ça interpelle. Ce n'est pas de la supputation, ce n'est pas prêter des intentions à la Sénat, et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de leur rappeler qu'en réalité, dès lors qu'il y a des suspicions dans le pays, dès lors que les gens ont des doutes, il va falloir faire très attention pour ne pas chaque fois en arriver à reporter certaines activités phares qui peuvent rassurer les citoyens béninois. C'est prévu entre le 25 juillet 2025 et le 25 août 2025. Dès lors qu'on reporte et qu'on dit à une date ultérieure, même si la Sénat ne pouvait pas sortir officiellement le week-end pour parler, un communiqué bien écrit en évoquant les raisons pourrait suffire à convaincre et à rassurer les uns les autres. Mais quand la Sénat évoque un report à une date ultérieure sans motif convaincant et raison valable, au point où un membre d'un parti, et je ne suis pas, écoutez, je pense que les autres, dans leur position, se sentent parfois faibles et pensent que tout ce qui se fait, c'est contre eux. Et c'est de bon droit qui pensent ça parfois. Parce que des autres hier aussi, parce que n'étant pas au pouvoir, ont toujours eu cette appréhension comme quoi ils sont faibles et que tout ce qu'on fait, on le fait contre eux. Donc si la Sénat ne doit travailler, c'est faire en sorte que toutes les activités, toutes les prises de décision de la Sénat ne donnent pas cette caution à cette appréhension des autres courants de la politique qui pensent que tout se fait contre eux. Oui, parce que à proprement parler, moi je pense que oui, véritablement, reporter la mise à disposition des formulaires en l'état n'est pas encore un problème. Il y a certainement un motif de rattraper le temps, il y a un motif, il y a des moyens de rattraper et de le faire le plus vite possible. Mais si c'est comme ça, on ne peut pas dénier aux autres le droit de revendiquer et d'avoir des craintes chaque fois. J'estime véritablement que l'État central et la Sénat et la Cour constitutionnelle ont un devoir de rassurer davantage les Béninois pour que les uns et les autres se disent oui, nous tendons vers un processus, nous sommes dans un processus électoral et tout se passera pour le mieux. Pour les élections législatives, on constate que oui, les activités se déroulent. La Sénat a rencontré les partis politiques, a eu des échanges. Et tout le monde sait que la question du parrainage pour la présidentielle de 2026 est une question assez primordiale. Que ce soit pour l'opposition que pour la mouvance, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Les parrainages, même si c'est des fiches, des formulaires nominatifs, on ne sait pas à proprement parler ce qui va se passer avec ces formulaires. Ce sera l'objet du second sujet d'analyse sur ce plateau. Mais pour finir avec le sujet, j'ai bien envie de vous demander quels sont les impacts ou les conséquences de ce report. Non, les impacts ou conséquences du report, c'est qu'il y aura davantage de suspicion. Il faut éviter ça. Pour moi, je pense que plus la Sénat ne respecte pas son chronogramme établi, plus les gens auront vont polémiquer. Mais n'est-ce pas les précédents qui justifient cette position? Précédent ou pas, même s'il n'y avait pas de précédent, les démocrates vont réagir parce qu'ils se sentent peut-être lésés, marginalisés à des moments donnés. Même s'il n'y avait pas de précédent, c'est la politique qui est comme ça. Dès lors que ceux qui sont au pouvoir, parce que malheureusement, dès lors qu'une institution organise des élections et qu'il y a un pouvoir central, les gens ont tout fait d'avoir des craintes parce que les institutions, à proprement parler, ceux qui sont là-bas peut-être représentent majoritairement le pouvoir en place. Et donc ils se disent, est-ce que franchement ce qui se fait là, c'est pour notre bien? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se faire? Donc quand on a des précédents ou pas, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important maintenant, même s'il y avait des précédents, il revient à la Sénat de faire en sorte que les précédents ne soient pas un motif de remettre en cause en réalité leur savoir-faire. Hugues Hector, oui, je voudrais me permettre quand même de lire un extrait de cette déclaration qui, ma foi, retient plus mon attention. C'est sur le site du journal L'Investigateur. On dit dans son intervention, le porte-parole du parti de Boni Yayi se dit curieux, et curieux est mis entre guillemets, par cette décision de la Sénat, bien que le parti ait été informé à l'avance. Et je le cite maintenant. La Sénat, je cite donc le porte-parole du parti Les Démocrates, l'honorable Guy Dossou-Mitope, la Sénat nous avait saisi par un courrier dans lequel elle disait que la date du 25 juillet n'est pas fixée dans la loi. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas respecter cette date. Fin de citation. Ma foi, je ne trouve même pas où se pose le problème.
puisque la date à laquelle nous faisons tous référence, c'est la Sénat qui nous a demandé de venir chercher les parrainages à cette date-là. Maintenant, si, peut-être pour des raisons logistiques ou techniques, la Sénat nous tient informés un peu plus tôt, parce que dans la phrase, c'est mis à l'imparfait. Ça voudrait dire que ce n'est pas le 24, par exemple, tel que c'est mis là, ce n'est pas le 24 que le parti a été saisi. Le parti a été saisi bien avant. Et donc, pour moi, si ce n'est pas une disposition effectivement légale, pourquoi nous voulons suppléter? Pourquoi nous voulons nous voulons faire croire que ça, c'est une mesure qui ne veut pas être respectée par la Sénat? Puisque dans aucun test de loi, nous avons le code électoral, ce qui nous permet en fait d'aller aux élections et de dire effectivement, nous partons aux élections sur une base crédible, nous partons aux élections avec les mêmes bases de données, c'est le code électoral. Et nulle part dans le code électoral, la date du retrait des parrainages n'a été signifiée. Donc, de manière juridique, là où ils se retrouvent là, qu'est-ce qui peut les pousser devant le juge pour parler de contentieux, par exemple? Il n'y en a pas. Donc, pour moi, respectons les tests et lois. La Sénat, oui, la Sénat a dans son calendrier, donné une date qu'elle n'a pas respectée aujourd'hui. C'est un fait. Mais attendons la Sénat pour savoir ce qui s'est passé pour qu'elle n'ait pas respecté cette date-là. Parce que crier au scandale de cette manière-là, c'est comme si on est en train de faire croire à nos compatriotes qu'il y avait une exigence propre à la loi qui n'a pas été respectée. Aucune loi concernant le processus électoral ne vient d'être violée, par exemple. Maintenant, si le porte-parole du parti Les Démocrates n'est pas d'accord et trouve qu'il y a déjà une loi qui a été violée, il n'a qu'à parler de cette loi-là, il n'a qu'à dire l'article qui concerne cette loi-là et nous allons faire le débat. Donc, pour moi, il n'y a même pas péril en la demeure. On vous a dit, à telle date, vous deviez normalement commencer par rechercher le parrainage. La date, avant qu'elle n'arrive, l'institution qui vous avait donné son chronogramme vous dit, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir respecter cette date-là. Pour moi, c'est un signe de bonne foi. Nous ne sommes pas en mesure de respecter. Ok, nous prenons acte. Mais nous pouvons vous saisir officiellement aussi en retour pour dire, c'est vrai que vous nous aviez dit que vous ne pouvez pas respecter cette date, mais quelle est la nouvelle date? Est-ce que le parti Les Démocrates a fait cette démarche-là? Vous aviez connaissance d'une correspondance à l'endroit de la Sénat en retour pour dire oui, vous nous aviez saisi en tant que parti politique. Nous vous saisissons aussi en tant qu'institution. Vous ne le faites pas. Et puis vous vous retrouvez tout de suite devant la presse pour prendre la parole et crier au scandale. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on peut tout se permettre quand même. Ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui peuvent se retrouver demain acteurs de l'opposition. Et ce dont on est en train de parler, c'est une question très sensible. On parle des élections. On parle des élections. Dans un pays où on n'a jamais eu la chance d'organiser au cours de la même année 3 élections, c'est la toute première fois. Et donc, il faudrait quand même qu'on fasse très attention aux différents propos que nous sortons. Pour moi, je ne me retrouve pas du tout dans cette démarche du Parti Les Démocrates. Ce qui aurait été responsable de leur part, c'était de saisir l'institution. S'ils saisissaient l'institution pour dire « Nous avons pris acte du contenu de votre correspondance. Mais au même moment, nous souhaitons que vous puissiez nous communiquer la nouvelle date. » Et que l'institution gardait silence, ils peuvent se mettre à la place publique pour dire « Voici ce que nous avons pu faire. » Mais vous n'agissez pas. Et tout le temps, c'est prendre la parole et décrier. Qu'est-ce que vous proposez en fin de compte dans le processus? Encore que ce que vous dites, ce n'est pas que l'institution a porté en torse à un test de loi. Vous connaissez mon point de vue par rapport au respect des tests des lois de la République. Si la Sénat était en faute par rapport aux tests des lois de la République, j'aurais été aussi acerbe vis-à-vis de l'institution. Donc pour moi aujourd'hui, le Parti Les Démocrates, ce qu'il y a à faire, c'est de saisir l'institution, à défaut que l'institution ne prenne assez vite la parole pour nous communiquer effectivement les raisons, que le parti puisse saisir l'institution et puis dire, voilà, nous avons reçu votre correspondance, finalement, quelle est la nouvelle date?
Voilà, Alors, je reviens avec le sujet. Pour finir avec le sujet. Je reviens sur des aspects fondamentaux. J'adore la contradiction sur le plateau. Hugo Hector Zogo a dit sur ce plateau que la Sénat ne pouvait pas sortir le week-end pour parler. Et qu'on attend cette semaine. Mais en lisant ce qu'il a lu là par rapport à Guy Mitterrand, et j'ai rappelé en prenant la parole sur le sujet que Guy Mitterrand a été clair que oui, la Sénat a dit qu'il n'y a pas de loi à respecter en la matière. Mais Hugo Hector disait que la Sénat ne pouvait pas intervenir le week-end. Mais là, dans ce qu'il lit, là, c'est qu'il dit que le parti aurait été saisi avant le 25. Cela suppose que déjà, la Sénat pourrait dire monter au créneau pour nous donner des raisons. Ce que la Sénat a manqué de faire. Oui, j'ai tout à l'heure stipulé que c'est une mauvaise foi de la Sénat d'avoir pas communiqué de manière officielle sur la question. Je ne suis pas là pour couvrir la Sénat, mais je trouve que là, oui, c'est vrai, il faudrait quand même que je rebondisse. Parce que tout à l'heure, j'ai été clair, la Sénat aurait pu sortir de manière officielle pour nous dire nous ne respectons pas telle date parce qu'il y a eu tel problème. Ça aurait évité qu'il y ait suspicion. Ça, alors, la Sénat va l'endosser comme responsabilité. Alors, donc déjà sur cet aspect, on se rejoint. Le deuxième aspect, le respect de la date fixée par la Sénat. J'insiste là-dessus. Parce que quand je regarde le chronogramme publié par la Sénat, c'est qu'on a mis élaboration, validation et adoption du chronogramme des activités. Du 6 janvier 2025 au 8 avril 2025, comment on peut mettre 3 mois à élaborer un chronogramme et que déjà dès les premières activités, ça bug. Il y a un problème. Du 6 janvier 2025 au 8 avril 2025, ils ont mis pratiquement 3 mois à élaborer ce chronogramme. Vous pensez que c'était trop déjà? Non, mais écoutez, ils ont élaboré, 3 mois pour élaborer un programme que déjà, dès les premières heures, on reporte les premières activités. Il y a un problème. Non. Moi, je pense véritablement, on n'a pas besoin de 6 ans pour faire un programme pour les élections. Non, mais on est en train de partir quand même pour 3 élections non, de la même année. Je ne suis pas allé dans le chronogramme des élections du couplet municipal. Je parle du chronogramme des présidentielles. Pourquoi vous voulez juste sortir le chronogramme de la présidentielle? Non. Puisque le même... le parrainage ne concerne pas les élections... De toutes les façons. Oui. Le parrainage ne concerne pas les municipales et les législatives. On est d'accord. Le parrainage concerne les élections présidentielles. Et malheureusement, ça fait partie de la première activité phare qui devrait organiser par le parti. Attendons et donc, pour moi, j'estime... Oui, c'est pourquoi je dis que la Sénat... Moi, je ne dis... Je pense que... Deuxième sujet à aborder sur ce plateau. Mais il faut que la Sénat fasse l'effort de rassurer. Nous allons rester dans le même registre. Elle dit qu'on va rester dans le registre. Preuve des parrainages et de liens avec un parti, ces 2 critères qui feront transpirer les duos pour 2026. Voilà. Nous allons poursuivre avec ce sujet abordé également par le même quotidien, je crois. Et ma première question, c'est de savoir quels sont les principaux risques de parrainage et de liens. Oui, il n'y a pas de risque. En réalité, la loi est claire. Hein. Si on se réfère à la loi, c'est que vous avez les parrainages, d'abord, vous devez être membre d'un parti politique parce que la loi dit qu'un élu de l'opposition ne peut pas aller parrainer un élu de la mouvance. Donc, si vous avez les parrains, vous devez pouvoir dire si vous êtes de la mouvance, de quel parti vous êtes de la mouvance. Donc, à proprement parler. Mais quand on parle de lien, qu'est-ce qu'il faut pour prouver ce lien? Non, mais il faut déjà votre carte de membre, non? Les partis ont des cartes de membres, non? Vous envoyez votre photo, votre CIP, vous vous faites enregistrer. Ce n'est pas en 2025 maintenant qu'il faut faire. Parce que là, les gens vont tellement vous assommer. Donc, il faut prouver que vous êtes membre du parti depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans et que vous participez aux activités du parti. Donc, c'est un élément fondamental dans la désignation des dieux de candidature. Si vous n'avez pas de lien avec le parti politique aujourd'hui que vous voulez sortir, bon, comme notre frère Galiou Seglo qui a tenté de faire le jeu en 2021 et qui dit qu'il se conforme à la constitution de 90 ou 91, je ne sais pas. C'est pas ça, ça ne marchera pas. Donc, même si vous êtes opposant, c'est que vous devez pouvoir vous référer à un courant de l'opposition. Soit vous êtes GSR ou NFN ou bien vous êtes tout ce que vous voulez et que les partis, les députés du Parti démocrate viennent vous parrainer. Et il faut préciser aussi que il y a un aspect très fondamental. Les parrainages dont on parle doivent être issus de 15 circonscriptions électorales. Donc, ce n'est pas seulement 28 députés qui doivent parrainer. C'est-à-dire que quand on prend les 15%, ils doivent être issus des
15 différentes circonscriptions électorales. Ce n'est pas que si vous avez fait carton plein en 2023 à Cotonou, vous avez 15 députés à Cotonou que vous pourrez avoir le parrainage. Non, évidemment, la loi est claire. Fort heureusement, j'ai essayé de faire un calcul la dernière fois, en fouillant un peu les partis, tous les partis, je me rends compte que ce soit démocrates, UP ou BR, ils ont tous des élus dans pratiquement au moins 15 circonscriptions. Je crois que les démocrates seraient autour de 17 ou 18 circonscriptions, ou 16, dans lesquels ils ont eu des députés, donc fort heureusement pour eux. Donc il y a ça. Maintenant, il y a quand même, bon, c'est vrai que Ronco est en train d'aller de l'autre côté, mais je pense véritablement que, oui, vous devez avoir les parrainages, mais vous devez montrer votre appartenance à un parti politique, soit de la mouvance de l'opposition, qui montre clairement que oui, ce député est en mesure de vous parrainer. Je vais rebondir par le dernier élément, et je pense que ça c'est un piège qui malheureusement guette le peuple béninois. On aurait pu, les députés à l'Assemblée nationale auraient pu insister sur le fait que si vous êtes parti déclaré de l'opposition, ou si vous êtes parti déclaré de la mouvance, vous ne deviez pas, à au moins 1 an des élections, changer de posture. C'est-à-dire, je prends un cas précis pour mieux étayer ce que je dis, je prends les FCBE qui se retrouvent être parti de l'opposition. Si vous deviez changer de casquette, par exemple, pour vous retrouver au niveau de la mouvance politique, à 1 an des élections, vous auriez pu faire une déclaration en bonne et due forme pour le signifier. Ce n'est pas pratiquement à quelques 6 mois des élections que vous allez le signifier. Parce que, n'ayant pas pris cette disposition-là, ça peut aussi créer un problème pour les élections à venir. Et par rapport à votre question, pour finir, je pense quand même que les partis politiques sont suffisamment matures, comme on le dit, pour aujourd'hui tomber dans ce piège. Ils savent tous, ils connaissent au bout du doigt tout ce qu'il y a comme éventuel piège au sein, avec le code électoral que nous avons là. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse faire l'erreur de tomber dans ces pièges, parce que s'ils le font, la Sénat va taper du poing sur la table et leur dossier passerait à côté. Donc ils n'ont pas intérêt, en tout cas, à frauder comme on le dit. Mais dites-moi, lorsque un candidat est soutenu par le parti, mais contesté par des fractions au sein du parti, qu'est-ce qui pourrait se passer? Non, il y aura forcément le leadership du responsable de parti politique. En tout cas, au sein de chaque parti politique, il y a ce qu'on appelle les sages qui sont là et qui peuvent vous parler. Parce que aucun candidat, que ce soit au niveau de la mouvance comme au niveau de l'opposition, aucun candidat ne peut recevoir, je vais dire, l'accord favorable de tous les militants. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien que nous soyons de la même formation politique, il peut arriver que nous ne partagions peut-être pas certaines valeurs. Et donc, par conséquent, je peux décider de ne pas vous faire confiance pour que vous soyez candidat aux élections présidentielles, par exemple. Et donc, des choses du genre peuvent arriver. Mais au sein de chaque formation politique, il y a le Conseil des sages. Et c'est ce Conseil des sages-là, en dehors, bien évidemment, du leader, du premier leader charismatique, sans aucun doute, qui est le responsable du parti politique, à défaut qu'il arrive à concilier les cœurs, c'est pratiquement le Conseil des sages qui se donnera le devoir donc de faire taire les tensions. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont passer aussi à côté. Il y a les autres partis qui travaillent à arracher le pouvoir d'État. Et c'est de petits détails qui pourront faire la différence avec les élections présidentielles à venir. Roland, non, je crois que dans la question du parrainage et des candidats au parti, ça va être une situation assez risquée pour certaines formations, notamment le Parti des démocrates, parce que eux, malheureusement, se retrouvent à avoir juste les 28 députés pour parrainer, pendant qu'au niveau de la mouvance, on a quand même 28 plus 56, je ne sais pas. Et donc, quand vous regardez tout ça, et vous vous rendez compte que véritablement, les gens travaillent à consolider les liens, et donc, un candidat de la mouvance est capable d'avoir plus de parrainage que prévu par la loi. Et on voit comment ils travaillent ensemble, comment est-ce que l'opérance
visite au BR, comment le BR va rendre visite à l'UP Le Renouveau. Et comment est-ce qu'ils essaient de convaincre et de mettre, d'entraîner les autres partis, notamment Moël Bénin et Renaissance Nationale aussi, dans la même dynamique pour aller ensemble? Parce qu'on les a vus ensemble, hein, à l'exception du PRD qui, évidemment, actuellement, semble être en ballottage entre le Parti des démocrates et la mouvance. Et donc, les 4 formations-là seront encore certainement... Le parti BRD existe encore? Je dis le PRD, oui, mais de toute façon, pour moi, je parle du PRD. Ou vous parlez de Maître Adrien Ouéguy en tant qu'entité. Je parle du PRD en esprit, en réalité. Parce que physiquement, à proprement parler, le PRD n'existe pas. Mais les leaders du PRD existent toujours là, de façon, pas proprement parler, visible, avec l'existence de leur parti, mais en esprit, ils sont là, ils peuvent contribuer. Et tout le monde sait que tout ce qu'on a dans le physique, ça vient de l'esprit d'abord. Donc, à proprement parler, il ne faut pas minimiser ça. Donc, moi, je pense que oui, les 4 formations politiques qui peuvent encore travailler ensemble, c'est l'UP Le Renouveau, le BR, le Renaissance Nationale et Moël Bénin, qui ont conduit Patrice Talon à rempiler, on a aidé Patrice Talon à rempiler en 2021. Et donc, le Parti des démocrates, quoique ils ont les 28 députés, c'est assez risqué pour eux parce que je me rappelle de cette triste histoire au cours du premier conseil communal à Bobé-Calavi en 2003. Je crois que c'est le nom, c'est Etikor, quelque chose comme ça. Et en plein processus, quand il fallait choisir le maire, on est allé cacher un conseiller à Boycon pour empêcher l'autre camp d'avoir la majorité. Donc cette pratique avait cours par le passé. Bon, je ne dis pas que député du Parti démocrate va être caché, mais il se peut que quelqu'un fasse défection. Et il suffit seulement que quelqu'un fasse défection, et c'est déjà mort pour eux. Il suffit seulement que dans une circonscription, 2 ou 3 circonscriptions électorales, les gens en arrivent parce qu'ils ont posé les conditions en leur sein là-bas pour dire que sans quoi ils ne vont pas parrainer. Déjà, je ne vais pas dévoiler ça pour leur créer des ennuis, mais je sais que certains parmi eux ont posé des conditions pour les élections législatives couplées et avoir des positionnements assez clairs, sinon sans quoi ils ne voudront pas parrainer le candidat du parti ou bien ils ne donneront pas leur parrainage. Il y a cette situation qui peut aussi guetter le Parti des démocrates. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret en cela. Quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, mandat sortant, s'il n'est peut-être pas tête de liste, ne vous attendez pas à ce qu'il vous accorde son parrainage. Non, il n'y a pas de secret à ça. De toute façon, non, vous pensez que ce que vous dites là, oui, c'est valable dans l'opposition. Mais dans la mouvance, vous ne pouvez pas. Bon, ok. Dans la mouvance là, je vais voir, on a mis Badawi deuxième dans ce pays là, il a dit, il a boudé où? Bon, il a constaté les dégâts. Hein. Donc, on a enlevé Nazer Sardo de la liste. D'accord, on a vu Gilda Sakonkan les enlever. Ils ont boudé où? Vous pensez que dans l'opposition, si vous faites ça dans l'opposition avec Bouniaï, c'est bon, ça peut marcher pour vous. Parce que vous savez que c'est vous qui détenez le pouvoir aujourd'hui pour aider le parti. Mais là-bas, là, c'est quelqu'un qui vous a donné le pouvoir à un moment donné. Même si vous avez un parcours politique, donc on ne va pas comparer les deux courants. Hein. Et chacun sait comment est-ce que... Et au niveau de la mouvance, qu'est-ce qui pourrait se passer peut-être au niveau de la mouvance? Les réalités ne sont pas les mêmes au sein des partis. Et pour finir, il y a une interrogation à la une de Gaskiani qui m'a fait sourire. Ce matin, quand je faisais la une des journaux, le journal titre « Eouzou, ça doit changer, nouveau départ ou Bénin révélé ». À quoi s'attendre en 2026? Question. Eouzou Dandan. Non, À quoi doit-on s'attendre en 2026? On a déjà eu des changements. On a eu la refondation. On a eu Eouzou par le passé. Ça doit changer. La rupture, on a ça. Bénin révélé, on a déjà ça. Je pense qu'on pourrait espérer avoir Bénin et gratte-ciel ou Bénin ascenseur. Ce que dit le journal, c'est quand même pertinent. Ça voudrait dire que nos présidentiables réfléchissent énormément. Et au cours de chaque mandature, ils nous présentent des concepts. C'est pas pratiquement la même chose parfois. Ouais. La plupart du temps, c'est pratiquement la même chose. Ça ne va pas changer. Eouzou? Oui, Eouzou, c'est la rupture. C'est ça. C'est un changement. C'est un changement. C'est le changement de Boni-Yahi. C'est la refondation. C'est la même chose. En réalité, les gens sont tellement ingénieux. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, tout simplement. Écoutez, d'abord, vous voulez changer quoi avec qui? C'est les mêmes acteurs que vous avez depuis. Vous voulez changer qui et quoi? Finalement, évidemment. Vous avez beau dire la rupture, on a vu que c'est les mêmes qui sont là. Et qui parfois parfois aussi créent des dégâts pour le chef de l'État aussi. Et ça va se savoir peut-être après. Donc moi je pense que véritablement,
Ce n'est pas les concepts qui comptent, c'est la vision qui compte pour moi. Et mais au moins, fort heureusement, et j'en remercie profondément le gouvernement pour ça, la vision Bénin 2060 quand même, ça maintenant montre que ce n'est pas une incantation d'une formule de Erouzou, ça va changer la rupture, qui fait désormais le problème. C'est se conformer à cette vision-là qui est le concret maintenant. Et je crois que c'est très important. Il faut vraiment féliciter et remercier le gouvernement pour cet acquis fondamental. Puisque vous en parlez, le premier pilier sur lequel cette vision-là se fonde, la vision de 2060, c'est la paix. Donc je pense quand même que l'institution qu'est la Sénat a l'obligation d'accompagner le chef de l'État actuel à pérenniser, à mettre en valeur cette vision-là. Je pense quand même qu'on fera le débat dessus. Oui, je crois que oui, la paix est très importante pour 2026. Et tous les acteurs, et ce n'est pas que le gouvernement, ce n'est pas que la Sénat, ce n'est pas que la Cour constitutionnelle. Parce qu'au-delà de tout, le gouvernement va jouer un rôle, la Sénat va jouer un rôle, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême vont jouer leur rôle, mais il revient aussi que des députés... Le peuple également. Le peuple, oui, mais il revient aux acteurs politiques qui prennent la parole n'importe comment, de revoir leur discours, de structurer leur discours, parce que quand ça va dans tous les sens, ce n'est pas bon. De structurer leurs actions sur le terrain, de faire en sorte que, oui, qu'on se rappelle que nous sommes frères et sœurs, Hugues et moi, vous et moi, pardon, nous sommes frères et sœurs. Et donc, au-delà de nos convictions, nous nous retrouverons toujours dans le Bénin. Le Bénin restera après nous, d'ici 50 ans, qui dit que nous serons encore là. Donc, évidemment, même si Émile Denzissou a fait 98 ans avant le parti, rien ne dit que nous autres, puisque Émile Denzissou est de la même promotion génération que Sourou Migan-Piti, et pourtant il est parti avant lui. Donc, vous voyez un peu. Donc, je pense que véritablement, nous devons nous rappeler que le Bénin prime sur tout et qu'après tout, c'est nous qui partons et le Bénin restera.